Bonjour, me revoilà pour la suite du cours sur la stratigraphie. Alors, on en était à cette histoire de contrôle autogénique du dépôt de sédiments qui sont responsables des associations de faciès. Donc, association de faciès, vous vous souvenez, c'est le fait que par exemple, dans un environnement fluviatile, on ait parfois des roches sédimentaires déposées dans le lit des cours d'eau et parfois des roches sédimentaires déposées dans les plaines d'inondation qui entourent le cours d'eau. C'est un exemple d'association de faciès. Et on ne va pas du tout s'étendre sur ces contrôles autogéniques et sur ce qui les génère. Par contre, on va aller regarder les contrôles dits allogéniques, donc à des durées de temps supérieures à 10 000 ans, qui vont influer sur la nature des sédiments déposés. Alors, ces contrôles allogéniques, on va vraiment les regarder en détail. C'est par ça que le cours commence. Ici, ce schéma synthétise la nature de ce qui contrôle, de ces contrôles allogéniques. On va commencer par le climat. Donc le climat va contrôler à la fois le flux sédimentaire à travers l'érosion et l'altération, et le statisme, c'est-à-dire le niveau marin, mais le niveau marin absolu, pas local, quand dans l'ensemble des océans, le niveau monte ou le niveau descend. Cet eustatisme, il est associé, enfin le contrôle climatique de l'eustatisme se fait par les périodes de glaciation, déglaciation, où on enlève de l'eau à la masse océanique pour la mettre sur les glaciers, au pôle, ou bien on l'enlève et on la remet à l'océan. Ça fait varier le niveau marin au niveau global et ça s'appelle le statisme. Et en particulier, quand c'est contrôlé par le climat, le statisme glacio-eustatique. C'est le glacio-eustatisme. Ok, donc voilà un facteur de contrôle. Un autre facteur de contrôle de ce qui fera varier les sédiments à une échelle de temps supérieure à 10 000 ans, c'est la tectonique, qui va influer sur le flux sédimentaire, dans la mesure où le flux sédimentaire, on va le voir, est plus élevé, plus fort quand on a des reliefs. Donc la tectonique, quand elle génère des reliefs, elle va augmenter le flux sédimentaire et elle va aussi influer sur la formation du bassin et en particulier sa subsidence ou son soulèvement. Et donc plus je fais subsider le fond du bassin, plus je laisse de la place pour accumuler des sédiments. Et cette place, ça s'appelle l'accommodation. On en reparlera. Et cette accommodation, elle est contrôlée à la fois par le statisme, quand on fait monter le niveau marin, on augmente l'accommodation, et par la déformation, subsidence ou soulèvement. Quand je subside, j'augmente l'accommodation, quand je soulève, forcément, je la diminue. Ok, donc ça c'est tous les paramètres qu'on va regarder, et on va les regarder les uns après les autres, et puis on va voir aussi leurs interactions les uns avec les autres. On va commencer par la partie déformation. Donc ici, un petit rappel des deux premiers cours qu'on a fait ensemble. Vous voyez ici les différents types de bassins avec les épaisseurs de remplissage. Ici 5 km, ici maximum 3 km, ici jusqu'à 10 km, mais aussi avec les échelles de temps de fonctionnement de ces bassins, de 10 à 50 millions d'années, ici de 100 à 200, et ici de 2 à 80. Donc on voit là que la vitesse de subsidence varie d'un type de bassin à l'autre. Donc ce schéma que vous avez déjà dans le cours 1 et 2, qui montre
comment la vitesse de subsidence varie d'un type de bassin à l'autre, avec les vitesses de subsidence les plus élevées pour les fosses de subduction, puis pour les bassins d'avant-pays. Pour les rifts obliques, c'est aussi ce qu'on a appelé les poules à part. Enfin, marge active, rift. Et les vitesses de subsidence les plus faibles sont pour les marges passives, où on est en subsidence thermique, et les fonds océaniques, on est encore en subsidence thermique. Et sur les plateformes stables, on a des vitesses de subsidence encore plus faibles. Elles sont liées soit, souvenez-vous, à la subsidence thermique, soit à la flexuration de la lithosphère. Ok, donc cette vitesse de subsidence, elle va influer énormément sur la création d'espace pour déposer des sédiments, sur l'accommodation. Alors si on regarde, si on s'approche un peu plus près, ici dans l'exemple, en prenant un exemple, celui du bassin d'Aquitaine, on voit que les ordres de grandeur de la déformation au cours du temps changent pas mal, avec par exemple ici, donc vous avez profondeur ou épaisseur de sédiments dans le bassin ou profondeur du socle du bassin en fonction du temps. Alors là on est dans deux endroits différents de la chaîne, il va falloir que je retrouve les coupes, elles ne sont pas dessinées. Donc on est à deux endroits différents de la chaîne. Donc c'est l'exemple du bassin d'Aquitaine, mais en deux endroits. Bon, si on avait les coupes, on les aurait, mais ce que ça vous montre, c'est que en fonction de plein de choses, ça peut varier beaucoup. Ici, entre 120 et 100 millions d'années, on est au Crétacé, on voit une vitesse de subsidence très rapide associée à ce qu'on appelle break-up, et ça, c'est un espèce dans les Pyrénées, c'est un espèce de rift oblique qui a été quasiment jusqu'à l'océanisation, donc un espèce de pull apart, c'est un rift continental pull apart, donc avec une subsidence assez rapide, puis une subsidence un peu plus lente, et puis après on a une surrection. Quand on rentre dans la phase de collision à partir de l'Éocène à peu près, ou probablement, ouais, l'Éocène. Ce que vous voyez aussi ici, c'est qu'il y a trois courbes, subsidence totale, subsidence tectonique, et puis hauteur d'eau. Et donc ce qui illustre très bien la présence de ces trois courbes, c'est que quand on est en période d'ouverture du bassin de type rift oblique ou rift continental simple, la hauteur d'eau au début est pas énorme parce qu'on a un remplissage sédimentaire très rapide. Et puis quand on atteint un certain seuil, on commence à avoir une hauteur d'eau importante qui indique que on a créé, l'espace n'est pas rempli. L'espace créé n'est pas rempli parce que le flux sédimentaire est insuffisant pour tout combler. Et puis on voit que le comblement arrive à peu près au moment où on inverse et qu'on passe d'une subsidence à une surrection. Ensuite, cette subsidence tectonique vous indique l'espace créé uniquement par la subsidence. Et vous voyez qu'ici on a la totale subsidence, et ce qui a changé entre la subsidence tectonique et la totale subsidence, c'est le poids des sédiments. Quand on a rempli ce bassin et qu'on a mis 2 km de sédiments, par rééquilibration isostatique, le fond du bassin a continué à subsider. Donc dans un bassin sédimentaire, on a toujours deux causes qui vont induire l'enfoncement du fond du bassin. Et la première cause, c'est le mode initial de création d'espace, tectonique, thermique ou flexural. Et la deuxième cause, c'est à partir du moment où on a créé un bassin et où on le remplit de sédiments, le poids des sédiments va continuer à faire subsider le bassin. Et on arrive donc à une courbe de subsidence totale qui inclut la partie contrôle terre interne et la partie contrôle par le poids du sédiment. Ici, sur une autre section de la chaîne, on voit qu'il ne s'est rien passé au Crétacé, quasiment,
et que la subsidence démarre que à partir du moment où on a l'orogénèse pyrénéenne, avec encore une fois hauteur de haut, subsidence tectonique, subsidence totale. Et donc quand on fait ces deux analyses, ici il ne se passe rien, alors que là on est en train de créer un bassin pendant un certain temps, et on fabrique un bassin à partir du moment où on a le pic de l'orogénèse pyrénéenne. Donc là on est dans une courbe de subsidence d'un bassin de type avant-chaîne, ou avant-pays, ou bassin flexural. Donc on est à l'avant de la chaîne. Et ici, on est vraiment au cœur de la chaîne, enfin de la chaîne pyrénéenne, à l'endroit où on a créé un bassin océanique par rift oblique. Et au moment où la chaîne pyrénéenne se fabrique, avec cette surréaction-là, donc on est au cœur de la chaîne, on surélève les choses dans la chaîne suite à la collision, et à l'avant de la chaîne, on crée un bassin d'avant-chaîne. Ici, encore un schéma qui nous remet les ordres de grandeur de taille des bassins, avec l'échelle de 100 km pour un bassin d'avant-chaîne complet avec une histoire longue. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sous-échelles avec les petites unités historiques de ce bassin d'avant-chaîne qui, au fur et à mesure que la chaîne progresse, est lui-même repris en compression. On voit ces petits chevauchements qui avancent. Et avec jusqu'à l'échelle 1 km, on voit vraiment les petites failles. Ok. Donc les ordres de grandeur, si on commence par la partie de ce qui se passe sur les petites failles, donc ici des schémas de croissance de failles dans un exemple donné. On commence là à 25 millions d'années, fracturation, et on est dans une zone où on avait initialement un rift continental, on voit qui a évolué probablement en plateforme continentale, donc on voit les failles normales, on voit le remplissage sans fonctionnement du rift, et par-dessus les dépôts post-rift, probablement associés à la subsidence thermique. Ici, la compression, on a une reprise en compression de cette marche passive avec un chevauchement, une faille inverse qui s'installe, qui commence à déformer cette zone. On voit que pendant le remplissage, pendant que cette faille inverse fonctionne, le remplissage sédimentaire continue à se faire. Et puis, il continue à se faire, et cette faille continue à progresser. Donc ça, c'est au bout... Alors, ces échelles de temps sont bizarres. En tout cas, elles sont bizarres parce que ça devrait être de plus en plus jeune. Donc si c'est de plus en plus vieux, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, on ne va pas trop s'embêter. Mais ce qu'on voit, c'est qu'entre cette première étape et cette deuxième étape, il s'est passé 10 millions d'années. Et que, en gros, la progression de ce chevauchement, ici, elle s'est faite en 10 millions d'années. Donc ce que ça permet d'illustrer, et ce remplissage associé à la progression du chevauchement, s'est fait en 10 millions d'années. Donc ça permet d'illustrer les échelles de temps assez lentes de déplacement le long des failles inverses ou normales. Donc une faille normale une faille inverse ici enfin, l'ordre de grandeur de son déplacement, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'années, voire plus. On peut imaginer que cette faille normale va évoluer en un chevauchement à un moment donné, sur des échelles de temps qui peuvent donc aller jusqu'à 20 millions d'années. Ici, un autre exemple d'un anticlinal, cette fois-ci. Cet axe-là
l'uplift, ça correspond à la surrection, cet axe-là au temps, surrection, temps. Eastern nib, c'est quand on est sur le flanc est du pli, ici flanc ouest du pli. On voit que les deux flancs, les courbes sont à peu près la même allure pour les deux flancs, ça veut dire que l'anticlinal était symétrique. Et donc ce plissement a amené à une surrection de quasiment 1000 mètres regardez, on est en une durée de moins de 10 millions d'années cette fois-ci. On est en à peu près 5 millions d'années. Donc là, l'échelle de temps, c'est de la croissance de cet anticlinal a été de 5 millions d'années. Pour un uplift, donc une surrection de 1000 mètres. On est dans des vitesses assez rapides. Alors voilà les coupes dans le cas du bassin d'Aquitaine qui est ici. En fait, le bassin d'Aquitaine, c'est un bassin composite, c'est tout ça. Il est composite. Et les deux, je vais revenir en arrière, les deux courbes de subsidence qu'on a observées, celle-ci et celle-ci, sont les courbes de subsidence du bassin d'Aquitaine. On va essayer de les relocaliser. Donc là, on serait dans le bassin d'Avant-Chêne tertiaire. Ici, on serait dans la zone maximale de dépôt du Mésozoïque. Donc si j'avance, voilà. Donc, le bassin d'Avant-Chêne, il est là, il apparaît à partir du Cénozoïque. On a des sédiments jaunes et oranges qui sont les couleurs du Cénozoïque. Et le profil de subsidence de droite dans la slide que je vous ai montré juste avant aurait été fait à cet endroit-là. Et le profil de subsidence suivi de surrection qui était montré à gauche serait à cet endroit-là de la chaîne, avec une subsidence max au Crétacé, puis une surrection et un arrêt des dépôts. Les échelles de temps ici vont de 95 millions d'années à l'actuel, donc l'échelle de temps pour la totalité de ce bassin et de son histoire polyphasée, donc de la base du Mésozoïque jusqu'à l'actuel, est d'à peu près 100 millions d'années. Donc c'est des échelles de temps qui sont cohérentes avec celles qu'on a vues dans les premières parties du cours. Quant à l'épaisseur des sédiments déposés dans ces échelles de temps, ici vous voyez que pour le Mésozoïque, on a déposé jusqu'à 15, à peu près 15, peut-être pas tout à fait. Ouais, on a un bon 12 km d'épaisseur de sédiments. Et pour le bassin cénozoïque, on en a beaucoup moins, ouais, à peu près 5 km à l'heure actuelle. Ok, on revoit les deux courbes qu'on avait vues tout à l'heure. Et donc vous voyez, celle de gauche correspond au maximum de subsidence du Crétacé, la couleur verte, celle de droite au maximum de subsidence du Cénozoïque, le bassin d'Avant-Chêne. Donc on revoit ici ces bassins. Dans le cas des Pyrénées, la phase verte mésozoïque correspond à un rifting qui était plutôt oblique, mais qui a été quasiment jusqu'à une océanisation en rifting oblique, et la phase cénozoïque correspond au bassin d'Avant-Chêne. On a revu tout ça. Donc là, on a fini la partie contrôle de la déformation sur la subsidence ou le soulèvement. Et ce qu'on a vu, c'est que les échelles de temps sont sur une croissance de faille, on est entre 5 et 10 millions d'années, donc sur un bassin à petite échelle. Et sur les bassins à grandes échelles, les échelles de temps sont plutôt de
50 à 100 millions d'années, avec des taux de subsidence, qui nous amènent à des épaisseurs de sédiments allant de quelques kilomètres à 10 kilomètres. Ok, c'est ce qu'on a vu pour la déformation. Maintenant, on va passer à la partie statique. Le niveau, et donc on va redéfinir tout ce qui est les notions de niveau marin absolu et relatif. Ici, cette flèche vous montre que entre le centre de la Terre et le niveau marin, on a ce qu'on appelle le niveau eustatique. Le niveau eustatique, c'est vraiment le niveau marin par rapport à un repère fixe qui est le centre de la Terre. C'est le niveau eustatique. Après, quand on est en local, il peut y avoir des subsidences, surrections qui font varier la hauteur du socle du bassin par rapport au centre de la Terre. Et ça, cette distance entre le socle du bassin et le niveau marin, on va l'appeler le niveau marin relatif. Et il est relatif parce qu'il est par rapport à un fond du bassin, donc le haut de la croûte, et non par rapport au centre de la Terre, là où il est absolu. Et la dernière définition, c'est la hauteur d'eau. Et la hauteur d'eau, c'est vraiment entre le niveau marin et le sommet des sédiments. C'est vraiment la colonne d'eau. Quelle hauteur d'eau on a? Donc les trois terminologies qu'il faut connaître, c'est la hauteur d'eau, le niveau marin relatif, qui lui est défini par rapport à la base du bassin, et puis le niveau marin eustatique, qui est défini par rapport au centre de la Terre. Alors, parmi les concepts qu'on utilise pour raisonner avec le niveau marin, il y a l'idée que que l'eau à la surface de la Terre est connectée. La plupart du temps, c'est vrai, et que donc on peut on peut parler d'un niveau de base qui est que quand tous les réservoirs d'eau sont connectés, et là, vous voyez, ils sont connectés par en bas, dans la Terre, très souvent, même si on ne le voit pas, les niveaux d'eau sont connectés à travers des aquifères, mais la connexion est moins propre qu'ici. À ce moment-là, on va avoir ce qui s'appelle un niveau de base, c'est tous les niveaux s'alignent sur un niveau de base. Alors à cette échelle-là, ce niveau de base définit une horizontale, mais à l'échelle de la Terre, ce niveau de base, il définit autre chose. Il définit plutôt, il s'aligne plutôt sur le géoïde. Mais donc nous, ce qu'on va appeler le niveau de base, en fait, ça va être le niveau statique, dans ce cas-là, pour simplifier. Donc ordre de grandeur des mouvements du niveau de base au cours du temps, donc avec le glacio-eustatisme. Donc le glacio-eustatisme, on est dans des échelles de temps qui vont de 10 à 100 000 ans, on va y revenir, à pourquoi est-ce qu'on est dans ces ordres de grandeur. Vous voyez ici, relative RSL, c'est pour relative sea level, donc niveau marin relatif. En mètres, avec ici les âges, donc, pardon, j'ai oublié de mettre mon petit cadre, donc RSL c'est niveau marin relatif pour l'axe des ordonnées, ici c'est l'âge pour l'axe des abscisses, et ce que vous voyez là, c'est en noir les variations du delta 18O mesurées dans les coraux. Hop, 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 hop. Dans la courbe qu'on appelle d'un auteur qui était Shackleton, et en gris, c'est les reconstitutions du niveau marin relatif qui ont été faites par d'autres méthodes, qui sont plus des méthodes de sédimentologie.
Et ce qu'on voit là, c'est que le delta 18O, en courbe noire, suit pas trop mal les variations, ce qu'on pense connaître des variations du niveau marin relatif à cet endroit-là en tout cas. Alors il y a des petits écarts de temps en temps qui peuvent être liés à soit une désolidarisation des deux signaux parce qu'ils ne sont pas contrôlés exactement par les mêmes causes, soit par une estimation, par une erreur dans l'estimation à partir du sédiment, de l'enregistrement sédimentaire du niveau marin. Ok, ça nous dit quoi? Alors, pour qu'on puisse interpréter ce schéma, il faut que je vous explique ce que traduit le delta 18O dans les carbonates de coraux ou autres. Donc le delta 18O, vous l'avez sûrement déjà vu, mais je vais vous faire un rappel. On en a déjà parlé, il me semble d'ailleurs. Traduit les masses, en gros ça traduit le pourcentage de masse d'eau qui est stockée dans les glaciers. L'eau qu'on stocke dans les glaciers est très enrichie en oxygène 16, et donc quand on stocke beaucoup d'eau dans les glaciers, par effet de bilan, l'océan, lui, est enrichi en oxygène 18. Donc ça nous dit que quand on est plutôt vers des delta 18O de 0, comme à l'actuel, on est dans l'eau des océans est enrichie plutôt en oxygène 18 par rapport à quand les carbonates sont à -1. Et ça, c'est parce que les carbonates enregistrent assez bien le delta 18O de l'océan, de même qu'il enregistre assez bien le delta 13C des océans, c'est ce qu'on a vu en cycle biogéochimique. Donc quand vous êtes là-haut, le delta 18O vers 0, vous êtes dans une période où l'océan est riche en oxygène 18, relativement aux autres périodes, et où donc il y a beaucoup de glaciers qui stockent préférentiellement l'oxygène 16. Quand vous êtes en bas, c'est qu'il y a peu de glaciers et que vous avez remis l'oxygène 16 qui était présent dans les glaciers dans l'océan. C'est pour ça que les deux signaux se suivent. Et ça nous permet, ça, puisque la courbe de delta 18O est liée à la masse d'eau qu'on stocke dans les glaciers, et bien ça nous permet de comprendre pourquoi elle suit de si près le niveau marin. Si j'enlève de l'eau à l'océan pour le stocker sur les glaciers, et ben mon niveau marin baisse. C'est comme si j'enlevais une dizaine de grosses bassines d'eau à ma baignoire. J'ai fait baisser le niveau d'eau dans ma baignoire. Et quand je remets mes 10 bassines d'eau, je refais monter le niveau. Ok? Du coup, ce qu'on voit là, c'est que les variations du niveau marin à ces échelles de temps, donc là on est dans les 400 000 ans, est liée à des variations de quantité de glace sur les continents. Et si on réfléchit à ce qui fait donc c'est des variations climatiques qui permettent de stocker plus ou moins de glace sur les continents, dans les glaciers. Et si on réfléchit à ce qui peut induire de telles variations climatiques, ben la meilleure explication qu'on ait trouvée aujourd'hui, et qui plus on avance, plus on la confirme par des arguments indépendants, c'est que l'ensoleillement de la Terre varie au cours du temps à cause de variations dans les paramètres orbitaux de la Terre. Et on appelle ces variations des cycles dits, on les appelle de Milankovitch. Milankovitch, c'est le chercheur qui a théorisé ces variations le premier. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 3 paramètres orbitaux principaux qui vont contrôler la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre et donc le climat. Et ces 3 paramètres, ce sont l'excentricité, l'obliquité et la précession. Si on essaye de les définir un petit peu rapidement, l'excentricité, c'est vraiment la forme de l'ellipse que la Terre parcourt autour du Soleil.
Vous savez, la Terre, quand elle tourne au Soleil, elle ne tourne pas selon un cercle parfait, elle tourne selon une ellipse, et cette ellipse est plus ou moins centrée autour du Soleil. Elle peut se décentrer, se recentrer, et elle le fait. Donc la forme de l'ellipse et son centrage sur le Soleil changent au cours du temps, avec un cycle qu'on appelle l'excentricité, qui est de composite. Donc on voit ici une période qui atteint à peu près 400 000 ans, vous voyez, hop, qui fait cette forme-là, et puis une deuxième. Et cette période de 400 000 ans est elle-même composée de petites périodes de 100 000 ans. Voilà, donc l'excentricité, c'est une combinaison de deux cycles. Un cycle à 100 000 ans, un cycle à 400 000 ans. Ensuite, on a l'obliquité, elle est représentée ici. Donc l'obliquité, c'est l'axe de rotation de la Terre qui n'est pas perpendiculaire à l'ellipse de déplacement de la Terre autour du Soleil. Et donc cette Terre, elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui est l'axe, autour de son axe. Et cet axe est non perpendiculaire au plan de l'ellipse. Et en plus, il varie au cours du temps. Et la variation de l'angle de cet axe par rapport au plan de l'excentricité de l'ellipse, ça s'appelle l'obliquité. Et ça change, il varie lui avec un cycle de à peu près 40 000 ans. Ouais, on ne le voit pas, on pourrait le retrouver, mais il est indiqué là. Donc là, l'échelle de temps de variation de l'obliquité, c'est 40 000 ans. Et le dernier, c'est la précession. Et la précession varie avec un double cycle beaucoup plus court, 19 et 23 000 ans. Et la précession, elle vous indique, elle vous dit juste que l'axe autour duquel la Terre tourne suit lui-même définit une rotation au cours du temps. Et ça, c'est la précession. Voilà les trois composantes des paramètres orbitaux, les trois composantes principales des paramètres orbitaux, qu'on peut déconvoluer chacun et qui, une fois qu'on les combine, modélisent assez bien ces variations-là. On arrive assez bien à reconstruire ces variations quand on combine ces trois cyclicités des paramètres orbitaux. Et on en a donc déduit que c'était ceux qui contrôlaient les mouvements glaciostatiques à ces échelles de temps, en fait de 10 à même 400, à des variations de 10 à 400 000 ans, sont contrôlés par les paramètres orbitaux et donc par la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre au cours du temps. Ok, si on regarde aux plus grandes échelles de temps, donc de 1 à 10 millions d'années, là on peut voir les ordres de grandeur des mouvements du niveau de base. Donc moi je préfère appeler le niveau eustatique, comme écrit ici. Et là, on va voir apparaître ce qu'on appelle le contrôle glaciaux et tectonostatique. Alors glaciaux dans le sens, pas le sens des petites variations, glaciation, déglaciation, qu'on connaît dans une période glaciaire, mais glaciaux au terme j'ai une période glaciaire ou je n'ai pas de période glaciaire. Par exemple, ici, on a, vous savez, la période glaciaire actuelle, elle a démarré à peu près à 30 millions d'années, avec un premier glacier en Antarctique, ou le premier glacier sur le pôle sud, je ne sais jamais comment il s'appelle, et le deuxième glacier est apparu plus tard sur le pôle nord. Et on voit donc cette décroissance du niveau eustatique, la décroissance là, dans cette partie-là. Elle démarre vers 30, elle se fait en deux phases, donc un premier englacement au pôle sud et un deuxième englacement au pôle nord.
on voit, donc ça c'est une courbe, c'est la courbe moyenne supérieure, mais on voit aussi des phases beaucoup plus rapides, pur glacier, sans prendre en compte le tectonostatique. On voit aussi des différentes phases d'englacement très forts là, avec le lien simplement avec le glaciaux. Toc, toc. Donc en fait, je suis en train de réfléchir, je me demande dans quelle mesure, à mon avis c'est ça, donc la grosse courbe foncée, donnerait le contrôle du niveau statique par le tectonostatisme, et la petite courbe claire rajouterait au tectonostatisme le glaciostatisme, ça doit être ça. Donc si on regarde ce qui se passe depuis le Trias, on voit des choses qui ressemblent à du glaciostatisme un peu partout, avec deux gros pulses ici quand on rentre dans la période glaciaire. Ok. Et on voit aussi, pour la partie tectonostatisme, on voit des variations à l'échelle de 30 millions d'années, des millions d'années, et puis à grande échelle, là, à cette échelle, quasiment 100 millions d'années, 200, là on a 200, donc à 200 millions d'années, on a presque un cycle. Okay, donc on va regarder qu'est-ce que c'est que ce tectonostatisme, avec plutôt ces choses à l'échelle de 10 millions d'années, et puis aussi cette chose à très grande échelle. Donc si on regarde le tectonostatisme tout seul, on arrive à, donc ici, pour les derniers 500 millions d'années, donc on reconnaît, nous, la courbe qu'on vient de voir, elle démarrait à 250, et on voit bien ce cycle-là que je vous ai décrit. C'est celui-là, toc, 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 toc. Et on voit que il a aussi un équivalent entre plus vieux, entre 250 et presque 600, on a un autre cycle, avec un niveau marin haut vers la droite et un niveau marin bas vers la gauche. Et quand on regarde les trajectoires d'assemblage et de dislocation des continents, vous voyez, ici, alors que le niveau marin monte, on est dans une phase où on est en train de disloquer les... Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Niveau marin. Donc on était disloqué là. Et on est en train, quand on fait monter le niveau marin, c'est pas hyper clair, mais on voit ici, au moins à un endroit, un assemblage de continents. Ouais, attendez, je patauge. Ouais, bon, non. Donc il n'y a pas des masses d'assemblage. Les continents sont disloqués. On va dire qu'ils sont plutôt disloqués et pas mal disloqués quand le niveau marin est haut. Là, on voit la formation d'un seul continent, donc de l'assemblage des micro-continents dans cette partie-là, et ça correspond à un niveau marin bas quand j'assemble les continents. Et puis ici, je redisloque beaucoup, et je vois que quand je redisloque, je fais remonter le niveau marin. Ici, il rebaisse, et on devrait donc se dire qu'on va rentrer dans une phase de nouveau d'assemblage à un moment. Ok, alors ça, pourquoi est-ce qu'on a une corrélation plus ou moins bonne entre dislocation, assemblage des continents et variation du niveau marin? Donc ça, c'est le cycle de Wilson qui est représenté, dislocation, assemblage. Donc pourquoi? Donc on n'a pas de slide, donc je vais vous l'expliquer avec les mains ou plutôt avec la voix. Quand vous disloquez les continents, vous fabriquez beaucoup de rifts océaniques et beaucoup de plateformes continentales.
Et ces rifts océaniques et ces plateformes continentales correspondent à, si je prends l'image de la baignoire, ben ça correspondrait à mettre dans le fond de votre baignoire des tas de sable. Donc si dans le fond de votre baignoire vous rajoutez plein de tas de sable, qui seraient toutes les rides médio-océaniques qui montent à 2000 mètres alors que le reste des océans est plutôt à 4000 mètres, et toutes ces plateformes océaniques et ces plateformes continentales, et ben si vous rajoutez tous ces tas de sable au fond, vous allez faire monter le niveau de l'eau dans votre baignoire. Donc vous allez faire des niveaux hauts quand vous avez plein de tas de sable au fond de votre baignoire ou quand les continents sont très disloqués. À l'opposé, quand les continents sont tous réunis, vous n'avez qu'une seule masse continentale, vous avez du coup peu de longueur de rides médio-océaniques, et puis vous avez aussi peu de plateformes. Donc c'est comme si vous enleviez plein de tas de sable au fond de votre baignoire et le niveau marin baisse. C'est ça qu'on appelle le tectono-eustatisme. Et ici on voit que les très grandes longueurs d'onde. Vous avez vu que là il y a des longueurs d'onde plus courtes dans ces tectono-eustatiques, et les longueurs d'onde plus courtes correspondent à des événements de ce type-là, quand à un endroit je réunis deux continents, ou quand ici, ou à un endroit j'en sépare, là, puis là, ça va créer des variations de plus faible amplitude et sur des échelles de temps plus courtes que le vrai grand cycle de Wilson où on arrive d'un continent unique à un état complètement dispersé. Ok, donc c'est ça le tectono-eustatisme. Alors, maintenant qu'on a vu les deux facteurs de contrôle principaux, eustatisme du niveau statique, donc le climat qui agit aux petites échelles de temps, et la déformation qui agit aux très longues échelles de temps sur le niveau statique, on va rentrer dans les choses qui contrôlent l'accommodation. Donc là, cette accommodation, c'est quelque chose d'hyper complexe dans lequel le statisme joue, tectono ou climatique, mais dans lequel les déformations locales vont jouer aussi en contrôlant le niveau marin relatif à un endroit donné, et dans lequel le flux de sédiments va jouer aussi. Non, l'accommodation, elle va jusqu'au fond du bassin, donc le flux de sédiments ne jouera pas. On est juste entre la déformation locale et le statisme, qu'il soit tectono ou glaciaux. Alors là, on rentre dans des représentations conceptuelles assez difficiles à comprendre souvent pour vous, où on essaye de déconvoluer les facteurs de contrôle. Donc ici, vous avez l'échelle de temps, et vous avez les différents contrôles et le type de forme qu'ils peuvent créer au cours du temps. On va rentrer dans chacun des œufs. Donc les paramètres qui sont cycliques périodiques, donc de 100 000 ans, 400 000 ans, là, typique de l'excentricité, un des paramètres de Milankovitch qu'on a déjà vu. Donc vous voyez que ça fait des cycles à une échelle de temps assez courte. À cela peuvent s'ajouter des choses de cyclicité non périodique de 1 à 3 millions d'années, de 7 à 10 millions d'années par exemple, ce sont deux exemples, qui sont du type croissance de faille ou plissement, donc des choses assez locales, qui vont impacter la subsidence, passe par surrection ou enfouissement, enfin la subsidence ou la surrection du fond du bassin lui-même, localement. Ensuite, on a des choses non cycliques à plus grande échelle de temps, 10 à 40 millions d'années, qui peuvent correspondre soit à localement subsidence-surrection, soit au glaciostatisme. Et donc tout ça, c'est lié, donc ces gros trucs-là, c'est la déformation locale ou avec le glaciostatisme, avec un effet local. Ça, c'est lié à l'eustatisme, glaciostatisme pur. Ouais. Et ça, c'est déformation locale et ou globale. Et ici,
vous avez des choses qui peuvent être intermédiaires avec de la déformation locale ou de la déformation. Ouais, non, pour moi, c'est pas intermédiaire. Pour moi, c'est que de la déformation locale. Ok, bon, bref, en tout cas. Cycles périodiques purement contrôlés par le climat qui impactent le statisme, et des cycles non périodiques ou carrément non cycliques, quand on a des échelles de temps plus grandes que ce qu'on regarde, qui traduisent plutôt des choses du type déformation, que ce soit des formations qui influent sur le statisme, avec le tectonostatisme, ou des déformations locales qui font subsider ou remonter le fond du bassin. Et l'hypothèse sur laquelle on travaille quand on fait de la stratigraphie, c'est que le signal stratigraphique, représenté ici par cette courbe, est une convolution de tous ces types de variations, de facteurs qui vont contrôler l'accommodation. Et donc, le signal, ce qu'on essaye de faire quand on fait de la stratigraphie, enfin, un des objectifs, c'est d'avoir la géométrie des corps sédimentaires, etc., mais c'est aussi de reconstituer une image de l'accommodation dans le bassin au cours du temps. Donc on va essayer d'avancer, c'est des concepts qui deviennent compliqués. Donc voilà pour l'accommodation. Maintenant, si on regarde l'autre paramètre qui va contrôler le remplissage des bassins, en plus de fabriquer de l'espace pour déposer les sédiments, il faut apporter du sédiment. Si on n'en apporte pas et qu'on a un grand espace, on ne va pas remplir le bassin, on va juste avoir un trou et on ne va pas accumuler des sédiments et fabriquer un bassin sédimentaire. Donc le dernier paramètre, c'est le flux sédimentaire, qui est lié soit à un apport de particules en provenance des continents, qu'on appelle un apport terrigène, soit localement, dans le bassin, la production biogène et otigène de sédiments. Ce flux sédimentaire, il est impacté, on va le revoir, par la tectonique d'un côté et par le climat de l'autre côté. Donc ici, ce que vous avez, c'est une carte mondiale avec les flux sédimentaires à différents endroits et qui sont représentés par ces ronds noirs. Alors ici, c'est pas les flux en fait, malgré le titre. C'est le taux de dénudation des chaînes de montagne qui est représenté, qui se traduit directement en flux, puisque quand on dénude une chaîne de montagne, on enlève du matériel qui forcément va être transporté ailleurs. Donc, mais en tout cas, on a vraiment le taux de dénudation qui est représenté là. Plus il est important, plus le rond est grand. Donc vous voyez là des taux de dénudation qui varient de 0 à 300 mm par 1000 ans. Ça voudrait dire 0,3 mm par an. C'est à peu près les taux de dénudation les plus forts qu'on trouve. Donc les taux les plus forts, assez logiquement, on les retrouve pas loin de l'Himalaya. Mince. Voilà, on n'est pas loin de l'Himalaya. Et sinon, vous voyez qu'on est quand même dans des endroits où il y a des reliefs. Ici, c'est beaucoup volcanique. Donc là, on est autour de l'Himalaya. Là, là, et on a... Là, on est dans la chaîne alpine. Ici, on est dans la chaîne alpine. Donc, on a des taux de dénudation pas énormes, mais ça dénude. Dans ces zones-là, on est dans des zones où on a des montagnes, enfin des montagnes, des reliefs qui ont été créés par épaulement de rift. Donc, on a un peu de dénudation, mais vous voyez que c'est tout petit. Il y en a quand même, mais c'est petit. Là, on a un taux de dénudation important qui est la dénudation des chaînes, de la chaîne qui est ici.
Aux États-Unis, c'est pareil, on a des taux de dénudation importants associés à la chaîne des Rocheuses. Ok. Donc ce qu'on voit là, c'est que plus le relief est important, plus le taux de dénudation est important. L'Himalaya, c'est le plus grand relief actuellement, avec un taux de surréaction très important. C'est là qu'on a le plus gros taux de dénudation. Les reliefs moins importants, liés simplement à des épaulements de rift, on a des taux de dénudation plus faibles. Et voilà. Ça s'illustre beaucoup plus localement sur un exemple de chevauchement, il me semble. En tout cas, on a une faille, hanging wall, donc c'est peut-être une faille normale. Bon, on va voir. Alors on va dépouiller ce schéma. Donc ici, vous avez le temps en millions d'années. Vous voyez, l'échelle de temps est assez courte là. On travaille sur 2 millions d'années. Ici, le sédiment, la quantité de sédiments produite totale, donc c'est cumulé au cours du temps. On n'a pas la production instantanée, mais on a le cumul. Et on le voit par l'épaisseur accumulée dans les sédiments. Avec, alors Q, et puis ici, le jeu le long de la faille. Donc là, on a le jeu de la faille cumulée. Donc on voit que au cours du temps, hop, tout d'un coup, elle rejoue par saut. Et sur 1 million d'années, elle a joué de presque 700 mètres. Ici, vous avez la surface de drainage, le truc en pointillé, qui lui n'a pas évolué énormément. Et là, c'est QS, c'est le flux de sédiments, 11 mètres carrés par million d'années. Oui, donc QS c'est le flux, et le flux il est donné par la pente de cette courbe, et cette courbe c'est le sediment yield total, donc c'est l'accumulation de sédiments qui vous donne un flux. Vous voyez que le flux ici est pas très important, qu'à partir du moment où la faille se met à jouer, hop, il augmente, et il continue à augmenter. Enfin, ouais, à partir du moment où la faille se met à jouer, en fait, le flux augmente. Donc le flux se met à augmenter quand on a du relief. Donc les ordres de variation des grandeurs des flux au cours du temps, quand on regarde pas juste une croissance de faille, mais l'évolution régionale d'un relief. Ici, on est dans le cas de l'Himalaya et du coup des grands bassins asiatiques qui entourent l'Himalaya. Voyez, taux d'accumulation de sédiments moyen dans le bassin en kilomètres cubes par an. Et ici, l'âge. Donc on travaille, là ce qu'on voit c'est des choses qui font plusieurs dizaines de millions d'années, ici on a 50 millions d'années. Cette zone grisée représente le début de l'orogénèse himalayenne, et on voit que au fur et à mesure que le temps passe et que l'orogène croît, le taux d'accumulation des sédiments augmente drastiquement au cours du temps. Ça, c'est une autre manière de voir l'altération des continents et le taux d'érosion et donc d'apport de matière, de flux de matière des continents vers les océans. C'est la composition isotopique du strontium. Alors celle-là, est-ce que j'ai envie de vous en parler? En 2 mots, les compositions isotopiques du strontium, là, elles sont enregistrées dans les carbonates, un petit peu comme celle du calcium. Et on sait que la composition isotopique du strontium de la croûte océanique est plutôt vers le bas, là, avec des rapports isotopiques 87 strontium sur 86 strontium bas, alors que la croûte continentale a plutôt des rapports isotopiques hauts. Et ce qu'on voit, c'est que l'apport de strontium aux océans varie au cours du temps. Vous voyez, le rapport isotopique du strontium varie, et c'est interprété très grossièrement aujourd'hui comme la variation de l'apport de strontium par l'érosion des continents
ou par l'altération de la croûte océanique. Donc quand le strontium baisse, il y aurait plus d'altération de la croûte océanique. Quand il augmente, il y aurait plus d'apport de strontium par l'altération des continents. Si on regarde les temps, là, on va de 500 à 0. 500, c'est la limite précambrien, cambrien. On voit à 500 millions d'années un pôle continental très important, et à 500, on était dans l'orogenèse cadomienne. Et puis, ça descend tranquillou jusque vers 200, 100 millions d'années, et là, on est dans le maximum de dislocation des continents. Juste avant, on avait par là, on devait avoir la Pangée. Ouais, l'orogenèse hercynienne se fait à 300, donc la Pangée est quelque part par là. Donc on est élevé, relativement élevé. Hop, on se met à fragmenter la Pangée, on arrive à un minimum au Crétacé, Jurassique-Crétacé, et puis on recommence à former une Pangée tranquillement avec, enfin pas une Pangée, un continent unique qui portera je ne sais pas quel nom, avec ici la chaîne alpine qui croît à partir de 30, de l'Éocène, Oligocène, qui tout d'un coup redonne un apport très important de strontium d'origine continentale aux océans. Donc ces rapports isotopiques du strontium sont un traceur indirect de l'assemblage, enfin de l'apport de sédiments des continents vers les océans. Donc un tableau de synthèse qui vous redonne des ordres de grandeur, des ordres de taille, des différents facteurs de contrôle allogénique de remplissage des bassins, avec ceux qui contrôlent l'accommodation ici, des formations statiques qui ensemble fabriquent l'accommodation. Vous avez les ordres de grandeur et les ordres de grandeur de ce qui contrôle le flux sédimentaire. Ce sont les deux choses qui contrôlent, les deux paramètres qui contrôlent directement le remplissage des bassins. C'est ça, accommodation et flux sédimentaire. En noir, vous avez les paramètres indirects qui contrôlent l'accommodation et qui contrôlent aussi le flux sédimentaire. Et donc climat et tectonique font partie des paramètres indirects, avec pour le statisme le glaciostatisme, pour le statisme le tectonostatisme. Pour la déformation locale, on a juste la déformation locale. Ici, vous voyez que glaciostatisme et tectonostatisme se mélangent pour donner des choses intermédiaires, de taille intermédiaire. Et en flux sédimentaire, le climat joue beaucoup, à différentes échelles de temps, enfin aux échelles de temps courtes. Et le flux la tectonique joue beaucoup aussi, avec les reliefs qui contrôlent beaucoup la quantité de matériel dénudé qui va être emporté vers les océans. Ok, du coup on va maintenant passer à la phase niveau marin relatif, mais je vais m'arrêter là et je vais voir si j'arrive à uploader une vidéo aussi importante. Je vous retrouve plus